Bienvenue à ce premier baromètre IA Data Santé de l'Accel, présenté par donc la première association du numérique en France, Vincent, qui est vice-président, va vous raconter tout ça, qui on est pour ceux qui ne connaissent pas encore. Et je me présente, David Morin, je suis vice-président du Club Santé Digital, et Nicolas, que je te laisse présenter. Bonjour Nicolas, Voilà. Avec Nicolas, on a créé il y a quelques années ce club pour faire vivre une communauté dans la santé transversale qui n'est pas réservée aux professionnels de santé, mais aussi aux acteurs du digital, de la société publique, des institutions, du monde de la recherche, pour une vision à 360 sur ces sujets. Il y a un an, à peu près, on s'est posé la question avec Nicolas de comment réinventer aussi les activités du club. Donc on a le plaisir d'être à l'Hôtel Dieu régulièrement avec lui, donc un lieu qui est emblématique du digital, où Nicolas nous accueille régulièrement. Peut-être quelques mots sur ce lieu, Nicolas? Je pense qu'en tout cas, on a le souci que les travaux de ce club santé puissent s'ancrer dans un univers qui est un univers de prise en charge de patients, dans les hôpitaux, dans les universités de santé. Donc l'Hôtel Dieu, c'est le plus vieux hôpital de Paris, c'est un hôpital qui est point de jonction entre l'assistance publique et l'Université Paris-Cité qui nous accueille aujourd'hui et qui est le plus vieux hôpital de Paris. Il se transforme pour devenir aussi un lieu d'innovation en santé avec un incubateur qui est ouvert il y a maintenant plus de 2 ans de ça et des années d'expérimentation. C'est un bon signe parmi tant d'autres de la transformation en cours et aussi d'essayer de permettre aux différents mondes de dialoguer, de s'interfacer et puis globalement mettre à la disposition des patients et des soignants les outils qui viennent. Donc voilà, on a vraiment à cœur à l'Accel de créer ces passerelles entre ces différents univers. Beaucoup de grandes entreprises, de grands groupes qui sont présents aussi aujourd'hui. Parmi nos partenaires, on va vous les présenter. Donc les représentants académiques qui sont là. Donc on va voir la présidente de l'université qui va intervenir également pour cette ouverture. J'espère que vous avez vraiment bien pris votre café ce matin, que vos neurones sont bien actifs. Je regarde les visages, oui ça va, vous m'avez l'air bien tous éveillés, c'est plutôt positif, parce qu'on va partager pas mal de data. Alors la bonne nouvelle, je vous rassure tout de suite, le baromètre en lui-même qu'on va vous restituer fait 100 pages. Non, pas trop de réaction, je la refais, 100 pages. Voilà. On va faire toutes les pages. Non, voilà. On va vous faire une restitution qui va durer à peu près une quinzaine de minutes, vingtaine de minutes, et on va la commenter. Donc ça veut dire qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait de synthèse. Donc merci aussi à tous les acteurs d'Atoma, l'équipe d'Atoma qui a fait cet énorme boulot pour vous restituer finalement 100 pages d'études en quelques slides qu'on commentera ensuite avec Nicolas. Donc, vous êtes venus pour ce baromètre, on y va. Je laisse place maintenant à Vincent. Avant que Vincent arrive, je dois peut-être juste dire un mot pour remercier l'Université Paris-Cité qui nous accueille. Remercier donc l'université qui nous accueille. C'est pas pareil, c'est pas rien que c'est lieu ici à Paris-Cité. Donc je salue à la fois Stéphanie et la doyenne Sabine Sarnaki qui ont la gentillesse de passer cette matinée avec nous. Encore une fois, c'est un vrai souci que ce travail d'interfaçage il puisse avoir lieu dans des environnements au croisement du privé et du public, des environnements académiques, universitaires, des environnements hospitaliers, en lien avec les acteurs économiques. Donc merci beaucoup de nous accueillir et je laisse... Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous voir ce matin. Je suis Vincent Montet, le vice-président de l'Accel, l'association de l'économie numérique. Les étudiants du fond, je vous surveille. Back to the school. Question, qui ne connaît pas l'Accel? On a le droit, ou découvre l'Accel pour la première fois. Levez la main comme à l'école, c'est back to school. Qui ne connaît pas. Ok, alors je vais me permettre de vous présenter l'Accel. Dans le civil, j'ai un job évidemment. Je suis le fondateur et le directeur d'un MBA spécialisé dans le domaine de la transformation digitale au sein de l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication. Alors, l'Accel, c'est une grande dame, elle a plus de 30 ans d'histoire, l'association de l'économie numérique. C'est assez rare, 30 ans d'histoire, donc on a parcouru tout le chemin du Minitel à l'IA. Il n'y en a pas beaucoup qui ont ce retour d'expérience. On a des clubs, des think tanks autour de l'assurance et du digital. Évidemment, on va y revenir, notre hôte du jour, santé et digital.
le Paiement FinTech Club. Historiquement, beaucoup de banques, beaucoup d'acteurs du paiement, parce que le business et la transformation digitale commencent par le paiement. Le club Confiance et Data, on reviendra sur les baromètres. Le Commerce Tech Club, qui s'intéresse à l'impact du digital, de l'IA dans l'expérience du client et du commerce. Et enfin, le club juridique. Mais est-ce qu'on se regarde entre nous, pourquoi adhérer à l'Axel? D'abord, c'est plus de 30 événements par an pour les membres. Et je le précise, ce n'est pas unipersonnel. Quand une entreprise est membre, c'est tous les employés qui peuvent bénéficier des événements et des différents contenus de l'Axel. Beaucoup de tables rondes, des interviews, des talks inspirants. Un de nos invités aujourd'hui a fait partie de notre talk inspirant. Et des masterclass. Plus de 120 adhérents. Là aussi, il est assez rare. Ce n'est pas une association corporatiste ou autour d'un métier. Il y a une transversalité incroyable en termes de secteurs et de différents métiers. On a beaucoup également d'événements, de soirées, d'apéros, parce que quand même, on est en France, de petits déjeuners et de dîners tous ensemble, parce que le networking dans le business est intéressant et fondamental. Et enfin, 3 grands baromètres désormais. On en avait 2 et maintenant, avec celui d'aujourd'hui, c'est notre 3e. La confiance des Français dans le numérique, ça fait quelques années, il fait beaucoup de bruit parce qu'il mesure l'état de la confiance du citoyen finalement dans beaucoup de services publics. La croissance et le digital et l'IA, qu'est-ce que ça veut dire la croissance, comment on la mesure, et enfin le baromètre d'aujourd'hui. Je voulais également, mais Nicolas l'a fait, remercier notre hôte Sabine Sanarki, on est hôte mutuelle. Donc un grand merci. Elle vous prie de l'excuser. On devait avoir un mot, une introduction de la ministre, Madame Stéphanie Rist, mais si vous suivez l'actualité, ils sont tous un peu sur le fil. Donc c'est tendu, mais merci encore de son soutien. Voilà pour l'Axel. N'hésitez pas. Eh non, on va d'abord zoomer sur le club. Et là, vous allez reprendre la parole, puisque le porteur du baromètre aujourd'hui, c'est ce fameux club santé et digital. À toi de jouer. Vincent. Donc alors nous, qu'est-ce qu'on fait dans le club santé avec Nicolas? On fait pas mal de choses. On fait de la veille, de la prospective. On fait de l'accompagnement aussi. On a créé une séquence qui marche très bien avec l'aide de l'un de nos adhérents, le cabinet Isis. On fait des brainstorming, on a appelé ça les grands remue-ménages de la santé. On va mettre des pros de santé, des acteurs de la santé, des institutionnels, tout ça, et puis on va se mettre ensemble. Donc c'est un format aussi dynamique où on contribue, on ne fait pas que regarder. Donc aujourd'hui on ne va pas le faire, on est trop nombreux bien évidemment. On a aussi des masterclass qu'on organise à l'Hôtel Dieu de temps en temps avec des personnalités du monde de la santé en fin de journée. Et là on prend le temps de prendre le temps. Voilà. Souvent on court, on est dans un monde de la vitesse. Et là, à l'inverse, on prend le temps de rentrer sur le fond d'un sujet pendant 1 heure, 2 heures, d'interagir. Voilà, donc là, on va vraiment faire travailler les méninges, l'IA humaine. Alors, vous pouvez adhérer à l'Axel, et hop, parce qu'on est dans le business quand même, il y a un QR code. N'hésitez pas, puis on va être à la pause, on est à votre entière disposition. On voulait saluer, je t'en prie, les partenaires. Alors, c'est grâce à eux que cet événement se fait, puisqu'on a fait un travail avec Toluna. Donc, j'ai écorché le nom, je m'en excuse. Donc, Toluna, Harris Interactive. Évidemment, on est obligé de remercier nos partenaires, puisque c'est un gros travail. Donc, il faut mettre aussi des moyens financiers en jeu pour réaliser cette étude qui est représentative au niveau national sur 2 panels, grand public et professionnels de santé, médecins G, médecins spécialistes, libéral, hospitalier et infirmiers. Donc c'est un gros travail d'étude là qu'on vous restitue. Il y a eu une grosse équipe mobilisée côté Toluna. On avait du monde, de l'énergie, de la volonté. Donc un grand merci à AstraZeneca, à AXA, à DocaPost, au groupe Vive, sans qui on n'aurait pas pu réaliser tous ces travaux. Vous allez les voir, ils vont intervenir sur scène aussi, sur la table ronde, sur l'analyse. Je tiens à souligner que c'est pas juste un affichage de façade. C'est pas juste, on vous soutient, on vous donne des sous, et puis on va aller sur scène, prendre l'éclairage. Ils ont vraiment mouillé la chemise, contribué, mis du jus de cerveau, mobilisé des experts. On a passé du temps
avec les experts d'Autoluna. C'est vraiment un travail d'intelligence collective avec l'aide et le soutien du comité scientifique qui nous a vraiment soutenus de manière opérationnelle. Donc c'est le fruit d'un travail collectif avec un énorme boulot de réflexion en amont, les bonnes questions, les bons angles d'attaque, la bonne vision scientifique, etc., etc. Donc un grand double merci du soutien économique, mais aussi du soutien intellectuel humain. Évidemment, on remercie Assistance publique Hôpitaux de Paris, la PHP, Nicolas, fidèle dès le premier jour pour nous soutenir, la Fondation Université de Paris Cité et l'Université de Paris Cité. Encore toutes nos excuses pour ce matin. On vous a fait venir un peu tôt. Il y a eu un loupé. Voilà, donc je pense qu'on aurait dû un peu mieux vous accueillir eu égard la gentillesse que vous avez eue aujourd'hui. Mais en tout cas, sachez que c'est important, comme le disait Nicolas, pour nous, d'avoir votre présence parce que finalement, la santé, vous formez demain nos futurs pros de santé. L'IA, c'est vous aussi qui allez, d'une certaine manière, avoir à les entraîner à l'IA. On parle beaucoup d'entraînement de l'IA, il faut entraîner aussi les pros de santé à l'IA. Et notre partenaire Media Mind Health qui sort aujourd'hui tout un dossier sur la restitution de ce baromètre. J'en profite aussi pour remercier ceux qui ne sont pas là sur le tableau mais qui nous ont aidés. Buzz e-santé avec Rémi Teston, qui est un média sur la santé. L'œil de la santé avec notre ami Jérôme Leleu, donc beaucoup d'entre vous connaissent, qui nous a soutenus aussi relayé, ainsi que Lionel Richard. Je remercie aussi le GIE Sésame Vital, qui est en ce moment même en train de nous relayer aussi dans les réseaux sociaux. On va avoir un certain nombre de publications de magazines qui vont s'enchaîner sur ces sujets-là. Donc merci à tous ces acteurs qui se mobilisent pour faire que le sujet de l'IA sur la santé, ça ne soit pas juste un mythe, on en parle beaucoup, mais enfin on puisse le mesurer en termes d'usage pour de vrai. Alors dans les partenaires, le titre de presse Mind Health vous offre le numéro gratuit autour de l'IA et de la santé. Vous pouvez donc le télécharger. On va voir avec Nicolas l'agenda de notre matinée, et puis après on aura notre hôte. Alors effectivement, là je veux remettre deux secondes ma casquette d'ancien directeur de cabinet de ministre. Quand on fait un mot d'accueil, le mot d'accueil il commence avant le programme. Donc je vais donner la parole à Sabine Sarnaki, qui a de nombreuses qualités distinguées, allant du statut de doyenne de l'Université de Paris-Cité, enfin de la faculté de santé de Paris-Cité, médecine pardon de Paris-Cité, et de chirurgienne. Donc vous voyez le programme, et donc une fois que Sabine aura parlé, on va pouvoir faire un grand voyage qui va être merveilleux. Et on lui donne la parole. Applaudissements. Merci, Sabine. Oui, merci beaucoup Nicolas, et je suis ravie d'être avec vous. Donc effectivement, je ne suis pas présidente de l'université, je suis juste doyenne de l'UFR de médecine Paris-Cité. Et je voudrais remercier Monsieur Friedlander, qui n'est pas là, je crois, je ne l'ai pas vu, qui m'a gentiment invité à faire l'introduction de ce séminaire. Et c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup aujourd'hui à l'UFR de médecine. Ça me préoccupe en tant que médecin, bien sûr, mais aussi, et de manière plus aiguë, depuis ma prise de fonction de doyenne. Ça fait 15 mois que je suis doyenne de cette UFR de médecine. Et juste pour vous dire, c'est une UFR qui rassemble 5000 étudiants, 850 étudiants par promotion, à peu près 4500 internes, 850 hospitalo-universitaires, 600 chefs de clinique, puisque cette UFR en fait est résulte de la fusion de l'UFR de Paris Diderot et de l'UFR de Paris Descartes. Donc nous avons, c'est à la fois un terrain de jeu absolument extraordinaire, mais vous voyez bien que ces chiffres, déjà en eux-mêmes, montrent les difficultés qu'on peut avoir à faire de la formation dans ce contexte. Et donc cette question de la formation et de l'accompagnement des futurs professionnels dans le contexte de l'intelligence artificielle est en train de nous renverser complètement, et je dirais de semaine pratiquement en semaine, voire de mois en mois, de semaine en semaine. C'est un enjeu majeur qui impose une réflexion que je trouve finalement urgente. Elle est urgente pour se poser des questions et peut-être remettre complètement en question nos modalités de formation.
Et pour plusieurs raisons. Alors, j'ai réfléchi en sachant que je venais ici. Je me suis dit, finalement, ça pourra peut-être être la base d'une espèce de renversement de table qu'il va falloir faire. Alors, pourquoi c'est urgent ? Premièrement, on constate partout en Europe, j'étais à Berlin il n'y a pas très longtemps, et en arrivant, ils m'ont montré la photo d'un amphi complètement vide. Il n'y a plus d'étudiants dans les amphithéâtres. Ils veulent un enseignement interactif, si possible ludique, et surtout quand ils veulent, où ils veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent recevoir cette information en pyjama, dans leur lit, en regardant éventuellement en même temps une série. Mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Donc, le Covid, évidemment, ne nous a pas aidés parce qu'ils ont pris l'habitude de fonctionner comme ça et presque avec des difficultés d'interaction humaine qui sont, en tout cas dans la formation, évidentes. Ensuite, deuxièmement, il faut savoir que la réforme des études médicales a complètement raccourci leur formation. Avant, c'était 6 ans pleins d'études médicales. Aujourd'hui, avec la première année qui n'est plus vraiment, il n'y a pas d'enseignement complet, enfin, ce n'est pas que des spécialités d'ordre santé, et le fait qu'ils passent ce qu'on appelle l'examen diplômant national, puisque ça ne s'appelle plus l'internat, qui se passe en début de 6e année. Du coup, ils n'ont plus que pratiquement 4 ans et demi de formation, alors que les connaissances ont explosé et que finalement, ils ont beaucoup plus de choses à apprendre que lorsque moi, j'ai commencé mes études. Donc, cet examen, en plus, évalue pas seulement leurs connaissances, mais leurs compétences, avec des mises en situation pour qu'ils apprennent, pour qu'on les teste aussi sur leur capacité à interagir avec leurs patients, avec les infirmières, avec les aides-soignants, et aussi sur des gestes techniques. Bon, ça peut être critiqué, on peut revoir ça, mais en tout cas, cette formation aussi aux compétences est un élément, je pense, peut-être le plus intéressant de cette réforme. Donc, on voit bien qu'il va falloir des méthodes d'enseignement nouvelles, adaptées, plus immersives. Troisièmement, on a aujourd'hui une universitarisation, on va vers l'universitarisation des sciences infirmières et le développement qui est encore malheureusement trop lent d'infirmières dites en pratique avancée, c'est-à-dire ce sont des infirmières qui vont avoir des délégations de tâches et qui vont pouvoir évaluer un patient dans certaines disciplines. Si je prends le diabète ou l'insuffisance rénale, par exemple, ou l'hypertension, ils vont pouvoir avoir un certain nombre de tâches qui leur sont déléguées, une certaine autonomie de prise en charge. Et donc, ceci va transformer les modalités de prise en charge des patients. Ensuite, quatrièmement, plusieurs études internationales et européennes convergent. La prévalence des maladies chroniques et de la multimorbidité. La morbidité, vous savez, c'est d'être, en plus d'avoir de l'hypertension, d'avoir un diabète, ou d'être obèse, ou d'avoir une autre pathologie. Donc aujourd'hui, les patients vont globalement, il y a une augmentation du nombre de patients avec des maladies chroniques et multimorbides. C'est aussi parce qu'on les détecte mieux. Hein. Bon, voilà. Et donc, ça ne cesse d'augmenter. En 2035, il existe une anticipation que la proportion d'adultes qui va vivre avec au moins une maladie chronique va dépasser 40 à 45% de la population. Aujourd'hui, c'est de l'ordre de 37%. Ça veut dire que chez les plus de 50 ans, on pourrait atteindre entre 55 et 60% de la population des plus de 50 ans. Vous voyez ce que c'est? C'est-à-dire que ça va être un enjeu absolument considérable de pouvoir suivre ces patients et faire de la prévention primaire, secondaire, tertiaire. Enfin, il est plus que probable que la problématique de l'accès aux soins, que l'on résume aussi trop souvent sous le terme, vous avez entendu parler des déserts médicaux, ce qui est
c'est pas le bon terme, en fait, les déserts médicaux, c'est des endroits qui sont des déserts tout court, je suis désolée, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de boulangerie, il n'y a pas d'épicerie, donc effectivement, il n'y a pas de médecin non plus, et donc, même si on a augmenté le nombre d'étudiants formés, puisque vous savez qu'il y a eu un numerus clausus, on est arrivé à 4-5 000 étudiants formés par an, aujourd'hui on est à 9-11 000. Ils veulent arriver jusqu'à 16 000. Même si on augmente ce nombre considérablement, on n'arrivera toujours pas à gérer ce problème dont je viens de vous parler à l'instant. Donc, dans ce contexte, moi, ce que je me dis, et c'est pour ça que je suis vraiment désolée de pouvoir rester aujourd'hui, parce que ça m'intéresse beaucoup, mais mon amie Stéphanie à la Saunière va tout me dire, c'est que finalement, l'intelligence artificielle, c'est une opportunité. C'est une opportunité peut-être pour essayer de résoudre l'ensemble de ces problèmes, si tant est, enfin, un des leviers pour résoudre l'ensemble de ces problèmes, notamment aussi pour l'organisation de réseaux. Moi, je crois beaucoup aux réseaux de soins. Je me suis occupée des maladies rares, et les maladies rares sont organisées depuis 20 ans extrêmement bien, donc je ne vois pas pourquoi on ne copie pas un peu plus cela. Donc voilà un petit peu mes réflexions, et je pense que vous voyez, ça vous donne aussi du grain à moudre sur comment utiliser cette intelligence artificielle. Donc je crois qu'il faut qu'on renverse complètement notre façon de former les médecins de demain, qu'il faut qu'on intègre tout cela, qu'on leur apprenne finalement, et c'est les questions que je vous pose, si vous pouviez y répondre. Voilà, comment former nos futurs médecins à un usage raisonné, éclairé et sécurisé de l'IA? Quelle sorte de connaissances minimum il faut leur donner? Parce qu'il y a un moment donné, il faut qu'ils soient quand même capables de critiquer, de comparer et d'évaluer, d'analyser ce qu'on leur donne. Et ça, peut-être que c'est l'aspect le plus intéressant, parce qu'ils ne s'étonnent plus. Vous voyez ce que c'est? C'est-à-dire pourquoi? Le pourquoi n'existe plus. Quand un étudiant me dit pourquoi, je suis hyper contente. Comment leur transmettre l'esprit critique indispensable pour interroger un diagnostic proposé, une information produite, une recommandation automatisée? Vous voyez aussi tous les problèmes juridiques et éthiques que cela va poser. Et comment les préparer à interagir avec des patients qui auront déjà fait mouliner leur LLM, c'est ça comme ça qu'on dit, et comment interagir avec eux. Alors on a connu ça, parce que moi j'ai connu le moment où les patients sont arrivés ils avaient déjà tout regardé sur Internet, et ils me disaient mais non docteur, etc. Et c'est plutôt intéressant. Moi je ne pense pas que ce soit un obstacle. Je pense que c'est une façon de faire le pont entre le patient et vous-même, si on sait bien l'utiliser. Et donc, je ne vais pas être plus longue, puisqu'on avait pris un petit peu de retard, mais vous voyez, c'est toutes ces questions aujourd'hui que l'on se pose, et qui sont à la fois, je dirais, un challenge terrible, mais finalement, qui sont, je trouve, l'intérêt du moment. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée, et je suis vraiment désolée, mais je veux bien le livret de 100 pages. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, Sabine.